Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment bâtir et réussir votre recherche d'emploi en Russie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Bonjour Alexandre, est-ce que tu pourrais nous raconter comment chercher du travail en Russie? Oui Diana, tout d'abord ce qu'il faut bien comprendre c'est ce qui s'est passé en Russie entre 2008 et 2018, 2009, entre 2008 et aujourd'hui. La Russie a changé d'écosystème. En fait, au cours des années 2000, il y avait une très forte croissance, il y avait beaucoup d'étrangers, de groupes étrangers qui venaient travailler en Russie, qui embauchaient des étrangers. Alors ça pouvait être des expatriés, des gens très qualifiés, ça pouvait être des jeunes spécialistes. Il y avait une très grande ouverture du marché pour l'embauche d'étrangers. Et il y avait un cadre légal assez flou puisque énormément d'entreprises étrangères embauchaient des étrangers sur un mode de visa business. À l'époque, le visa business permettait de résider 365 jours par an en Russie. En fait, il fallait résider 180 jours, sortir une journée, puis résider 180 jours. Donc, c'était assez pratique. C'était très pratique. Et en fait, beaucoup d'étrangers travaillaient en visa business, alors que théoriquement, ils devaient travailler en visa de travail. Mais il y avait cette facilité administrative tolérée par les autorités russes. À partir de 2008, l'Union européenne a voté une loi interdisant aux Russes de résider plus de 90 jours par tranche de 180 jours avec des visas business dans l'Union européenne. Les Russes, qui sont des gens pragmatiques, ont fait la même chose, puisque la réciprocité, c'est la base de l'amitié. Mais du coup, ça a gêné énormément tous les étrangers qui travaillaient en visa business, puisqu'ils ne pouvaient plus résider en Russie pour travailler. Donc, ils ont été contraints de repartir par la voie, on va dire, légale et officielle d'obtention de permis de travail, et ça a commencé à rendre les choses un peu plus compliquées. L'embauche d'étrangers a été rendue plus compliquée. Puis dans le même temps, il y a eu une deuxième dynamique. En 2008, puis en 2014, il y a eu deux crises économiques qui ont frappé la Russie. La première, c'est la crise des subprimes américains qui a frappé la Russie à partir de septembre 2008 jusqu'à toute l'année 2009. Et la seconde, c'est la crise de 2014-2015 avec les événements en Ukraine qui ont entraîné la chute du rouble, la baisse des matières premières et la chute du rouble. Donc, ces deux crises, en fait, ont complètement reseté l'écosystème russe. Et la conséquence première, ça a été que beaucoup d'étrangers ont quitté la Russie, les expatriés pour des raisons budgétaires parce qu'ils coûtaient trop cher, et la chute du rouble a fait partir beaucoup d'étrangers, alors à la fois des managers occidentaux et à la fois des travailleurs peu qualifiés d'Asie centrale, les deux pour des raisons identiques, puisque les expatriés et les étrangers pensent en euros, en dollars. Et donc, quand on gagne moins de roubles, on gagne moins d'euros et de dollars. Mais donc, ça rend plus compliqué la vie ou le crédit qu'on peut avoir dans la zone euro ou dollar. Et pour les managers d'Asie centrale et la main-d'œuvre peu qualifiée d'Asie centrale, ils travaillaient en Russie en roubles et ils pensaient en dollars. Et du coup, ils gagnaient moins de dollars. Donc, en fait, ces deux catégories se sont réduites en nombre. Et donc, ça a rendu l'écosystème russe plus complexe à pénétrer pour les étrangers. Il est plus complexe de trouver un travail maintenant en Russie. Et justement, quels sont les groupes sociologiques qui travaillent en Russie? Oui, alors on différencie les groupes sociologiques suivants en fait. Donc, tout d'abord, il y a les Russes évidemment, les Russes qui sont chez eux. Après, il y a un deuxième groupe, c'est les ressortissants étrangers, mais qui appartiennent à l'Union douanière eurasiatique. Donc, c'est les ressortissants des pays suivants, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Arménie et le Kyrgyzstan. Donc, les ressortissants de ces 4 pays ont le droit de travailler en Russie sans permis de travail, comme des Russes. Ensuite, il y a une autre catégorie d'étrangers. Ce sont les gens qui appartiennent à l'étranger proche. Donc, c'est les pays de la CEI, mais qui ne sont pas dans l'Union douanière eurasiatique. Donc, c'est les pays d'Asie centrale, c'est la Géorgie, c'est l'Ukraine, la Moldavie. Et donc, ces gens-là ont un régime d'emploi simplifié. Il faut qu'ils obtiennent une carte de travail qu'on appelle la patent, qui leur permet d'exercer en fait un emploi dans une catégorie socio-professionnelle. Après, il y a une autre catégorie, on va dire, qu'on appelle les étrangers de l'étranger lointain. Donc, les Français, par exemple, pour un exemple. Et ces gens-là sont soumis à des régimes de visa. Donc, il y a deux catégories de visa. Il y a le visa traditionnel valable 1 an et il y a le visa aujourd'hui VKS, donc le visa pour les spécialistes hautement qualifiés, qui est valable 3 ans, qui nécessite juste que l'employé touche 166 000 roubles grosses par mois, donc c'est à peu près 2200-2300 euros.
Alexandre, pourrais-tu nous parler plus précisément quels sont les visas de travail? Oui, donc en fait, si on enlève cette espèce de patente qui est vraiment réservée aux gens de la CEI et qui se paye de façon mensuelle, ça coûte entre 5 000 à 6 000 roubles par mois, donc c'est entre 80 90 euros par mois. Souvent, c'est pris en charge par l'employeur ou alors c'est payé par la personne elle-même lorsqu'elle a une activité de self-emploi. Par exemple, elle fait du nettoyage, elle est chauffeur de taxi, etc. Donc la patente, ça concerne ces zones dont on a parlé, l'Asie centrale, l'Ukraine, la Moldavie, donc la CEI. Après, pour les étrangers de l'étranger plus lointain, les autres pays du monde, hormis les régimes spéciaux, il y a donc un visa de travail classique qu'on obtient, qui est valable 1 an. Alors, il est de plus en plus compliqué à obtenir puisqu'il y a des quotas maintenant dans certaines professions. Il est un peu fastidieux, il y a 6 mois de paperasse à préparer. On l'obtient pour 3 mois, après il faut le faire prolonger, mais au bout de 6 mois, il faut commencer à travailler sur le fait de le faire prolonger l'année d'après, puisqu'il est valable 1 an et renouvelable. Voilà, donc c'était le visa de travail utilisé par les étrangers avant, mais aujourd'hui il est de moins en moins utilisé, puisqu'entre-temps les autorités russes ont voté un autre visa, enfin ont créé un autre visa pour étrangers qu'on appelle le VKS, qui est le visa pour les travailleurs étrangers hautement qualifiés, et qui doivent gagner 2 millions de roubles par an. Donc à peu près 166 000 roubles grosses, bruts, par mois. Alors avant la chute du rouble, ça faisait 4 000 euros, maintenant ça fait plus que 2 200 euros, donc c'est un visa qui s'est assez généralisé au sein de des communautés étrangères des pays de l'OCDE en Russie. Et la grande différence, c'est que le visa de travail classique, en fait, l'employeur paye donc le salaire de l'employé, paye les 13% d'impôt sur le revenu et paye 25 à 30% de charges patronales. Si on prend le visa VKS, le visa pour les travailleurs hautement qualifiés, alors déjà il est valable 3 ans, mais en plus il n'y a pas les 25-30% de charges patronales. Elles n'existent pas, on est à 0,2%. Donc pour l'employeur c'est super pratique parce que du coup il paye le salaire net, les 13% de taxes et ça s'arrête là. Donc c'est facile à obtenir, ça dure 3 ans et c'est moins onéreux. Après il y a effectivement d'autres catégories de statuts qu'on peut obtenir quand on est étranger. Il y a le permis de séjour et le permis de résidence. Donc le premier, c'est le permis de séjour, il est valable 3 ans. On appelle ça le временное проживание. Il est pas renouvelable. Il s'obtient soit par regroupement familial lorsqu'on est marié avec un ressortissant de Russie, soit par une procédure administrative assez complexe. Et une fois qu'on l'a, on peut demander l'obtention d'un permis de résidence 5 ans, qu'on appelle le vidna жительство. Il s'agit d'une sorte de passeport intérieur pour étrangers qui donne tous les droits, hormis le droit de vote. Donc il est valable 5 ans, il est renouvelable éternellement, donc on peut vivre avec et résider en Russie. Et puis voilà, et puis pour les courageux, après il y a l'obtention du passeport et la nationalité russe. Mais voilà, du coup on sort du statut étranger, on devient un national en fait. Et les Français qui cherchent du travail en Russie, est-ce qu'ils sont soumis à un contrat de travail classique ou pas? Comment Alors ça se passe? ils ont le droit en fait entre ces deux types de visas. Soit ils ont un visa de travail simple 1 an, ce qu'on vient de mentionner, soit ils ont le VKS pour 3 ans, qui sont vraiment les deux types de visas de travail qu'on a pour les catégories étrangères auxquelles appartiennent les Français, c'est-à-dire l'étranger lointain. Si ils avancent dans la procédure d'intégration, à ce moment-là, ils peuvent passer sur le permis de séjour 3 ans ou le permis de résidence 5 ans. Sachant qu'avec le VKS, qui est le visa donc valable 3 ans pour les étrangers hautement qualifiés, on peut demander, une fois qu'on l'a obtenu, à tout de suite basculer sur un permis de résidence. Mais si on a en projet de passer du permis de séjour au permis de résidence à la nationalité, alors il faut pas le faire. Parce qu'en fait, quand on a un VKS et qu'on passe en permis de résidence 5 ans, après on peut pas demander la nationalité. Il faut repartir à zéro, obtenir un RVP 3 ans, un vidna жительство 5 ans, et après la nationalité russe. Ça paraît assez compliqué comme procédure. C'est long et fastidieux, mais c'est faisable. Alors, merci beaucoup. Une autre question, Alexandre. Concrètement, comment chercher du travail en Russie? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est parler russe. Apprendre le russe, parler Quel niveau, russe. par exemple? Le plus, le mieux. Il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années en Russie, on pouvait facilement arriver en parlant anglais, 3 mots de russe. On était aspiré par une entreprise étrangère qui
se posait pas trop de questions, il y avait de la croissance et elle se disait bon bah de toute façon voilà, un jeune spécialiste il va apprendre le russe, de toute façon dans les équipes on parle anglais ou français donc voilà on s'en sortira toujours. Aujourd'hui il y a une forte russification des équipes, l'écosystème linguistique au sein de l'entreprise c'est devenu l'écosystème russe. Maintenant on parle russe dans les entreprises françaises, on sait bien parler anglais, maintenant on est passé au russe. Dans les entreprises scandinaves, américaines, on parle aussi beaucoup russe. Il y a une russification des équipes et donc on parle russe. Donc il faut parler russe et le plus le mieux. Il faut avoir un russe suffisant pour pouvoir communiquer avec ses collègues. Et puis je dirais encore plus, il faut avoir un russe suffisant pour survivre en Russie. Pouvoir aller à l'hôpital, pour aller au restaurant, pouvoir aller chez un médecin, pouvoir régler un problème administratif, etc. Donc la première chose, c'est le russe. La deuxième chose, Diana, c'est que aujourd'hui cette forte désexpatisation, le fait qu'il y ait beaucoup moins d'étrangers, fait que le marché est devenu un peu plus difficile à percer. Pour justifier de sa présence et de son embauche au sein d'une entreprise, un candidat étranger doit vraiment montrer patte blanche et doit faire beaucoup d'efforts. Donc il faut être stratégique. Il faut bâtir une recherche d'emploi de façon stratégique. Il faut s'intéresser à l'entreprise, s'intéresser à l'écosystème local, comprendre le projet d'entreprise, d'où elle vient, où elle en est, où est-ce qu'elle va. Parce qu'il faut vraiment donner des munitions et des billes et des arguments très convaincants lors de l'entretien pour vraiment donner envie à l'entreprise de vous embaucher. Il faut la rassurer. Les entreprises sont des organismes qui ont des dynamiques propres, qui ont des projets, qui ont des vies. Et donc, il faut que l'entreprise, en absorbant un étranger sur le marché russe, soit sereine en se disant que cette personne va s'intégrer, va être utile, va apporter une valeur ajoutée. Donc tout ça, ça implique d'avoir construit un scénario qui justifie son embauche, tant sur le plan professionnel en vraiment se survendant, que sur le plan personnel, on va dire en rassurant sur le fait d'avoir choisi la Russie, de vouloir vivre en Russie. Je vais tomber dans les clichés, les mythes, mais voilà, que ce soit pas pour un coup de cœur saisonnier, qu'il y ait un projet Russie d'un coup qui apparaisse, soit pas pour une histoire d'amour un peu infondée, et que ce soit un projet long terme, parce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'entreprise qui embauche un étranger prend des risques, a besoin de s'assurer qu'il s'intègre tant sur le plan économique au sein de l'entreprise que sur le plan personnel, culturel sur la zone. Donc, il y a une prise de risque financière, et donc l'entreprise a besoin d'être rassurée sur ça en fait. Mhm. Mais est-ce qu'un Français, par exemple, qui cherche du travail, il doit le faire de façon proactive? Oui, très proactive puisque il est déjà en position un peu défavorable. Il est en position défavorable puisque déjà il est étranger, on pense qu'il parlera pas aussi bien russe qu'un russe, et donc il faut qu'il mette en avant des arguments ou des choses qui soient vraiment différenciantes. Il faut que il ait de façon visible un cursus, un parcours attirant. Ça veut dire prendre soin de ses réseaux sociaux, se synthétiser, être visible, se montrer en recherche d'emploi, définir clairement son parcours en postulant, être rassurant et bien montrer une détermination et surtout un intérêt pour la zone, mais surtout pour l'entreprise et une bonne, au maximum on va dire une bonne compréhension du projet de l'entreprise en Russie, afin de démontrer à l'entreprise pourquoi il serait judicieux pour l'entreprise de l'embaucher. Donc il y a vraiment une démarche extrêmement proactive à avoir, qui passe par plusieurs étapes en fait. Alexandre, et Oui. est-ce qu'en Russie, comme en France, il y a des sites d'offres d'emploi et lesquels est-ce que tu peux recommander? Alors oui, la Russie, alors sur ce qu'on appelle les job boards, effectivement, il y en a plein. Ils sont quand même énormément tournés vers ce qu'on appelle le mass recruitment. Donc, il y a vraiment deux sites d'offres d'emploi qui sont, on va dire, dominants sur le marché russe. Il y a Headhunter, qui est hh.ru, qui est vraiment le Gazprom du recrutement, qui est le site, c'est le 3e ou 2e job board du monde maintenant, qui couvre toute la CEI. Et c'est là qu'on a toutes les entreprises étrangères, les grosses entreprises russes, et c'est sur ce job board que se recrutent les top managers, les profils étrangers, etc. Et puis il y en a un deuxième un peu moins connu qui s'appelle Superjob, qui est plutôt concentré sur les postes techniques. Mais voilà, c'est vraiment sur Headhunter qu'il y a le plus de postes. Sachant que également il y a une très très forte culture du recrutement par les réseaux sociaux en Russie.
que ce soit par LinkedIn, malgré le blocage, tout le monde a un VPN et l'utilise, que ce soit Facebook. Donc il y a une grande culture des entreprises sur le marché russe à pousser des offres sur les réseaux sociaux. Donc on peut surtout postuler et par les sites d'offres d'emploi et par les réseaux sociaux. Et puis quand on est un jeune spécialiste en France, on doit être sur un site comme l'APEC, puisque des entreprises françaises postent sur des sites comme l'APEC des offres d'emploi destinées en Russie. Il y a également un site dédié pour les VIE, CiviWeb, qui permet aux entreprises de poster des offres de VIE pour la zone Russie. Donc effectivement, il y a plusieurs supports à regarder pour commencer à trouver un emploi en Russie en fait. Est-ce qu'en Russie, c'est aussi utile qu'en France de contacter les agences de recrutement? Oui, c'est aussi utile. Il faut bien comprendre d'un point de vue candidat ce qu'est une agence de recrutement et souvent il y a des confusions. L'agence de recrutement, son travail n'est pas de trouver un travail à un candidat. L'agence de recrutement est au service de son client et le client lui donne une mission. Trouve-moi un chef comptable, trouve-moi un directeur marketing. Donc si vous envoyez votre CV à cette agence en disant moi je suis un excellent commercial, elle peut rien faire de vous. Elle peut rien faire de vous parce que tout simplement elle cherche un directeur marketing et un chef comptable. Par contre, effectivement, c'est très important d'avoir envoyé son CV à toutes les agences pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans les agences travaillent des gens qui sont des spécialistes du marché de l'emploi, donc rentrer en contact avec eux, prendre leur opinion, échanger avec eux et prendre le pouls par leurs commentaires sur le marché du travail est très important. Ensuite, rien ne dit que dans 6 mois, une agence qui aura reçu votre CV va avoir un poste de commercial et va vous trouver dans sa base de données et va vous contacter. Donc, c'est vraiment très important de contacter les agences. Il y a à peu près 1 millier d'agences en Russie, sans doute une cinquantaine, une soixantaine qui sont des agences, on va dire, occidentales, tournées vers les entreprises étrangères et les candidats, dont les candidats étrangers. Donc, oui, il faut être visible en fait. Donc, ça veut dire visible sur les réseaux sociaux par un employeur, visible dans les bases de données des agences. Oui, il faut s'intéresser aux agences, mais ne pas penser que l'agence c'est une solution et la solution qui vous permettra au moment opportun de trouver un emploi, parce que c'est pas forcément le cas. L'agence se concentre sur les besoins de ses clients. Mhm. Et est-ce que cette recherche d'emploi en Russie peut-elle se faire depuis l'étranger? Alors ça, c'était le cas avant et ça l'est de moins en moins. On a beaucoup de candidats qui nous contactent en nous disant mais je comprends pas, j'ai mon CV sur Headhunter, je suis pas contacté. Bon, et en fait, on va voir, oui, il y a un numéro français, il y a une adresse en France. Alors c'est sûr que Le CV en russe? mais le CV est en français ou en anglais, souvent en anglais. Donc effectivement, il est préférable d'avoir un CV en russe. Pour montrer qu'on est déjà en train de se russifier ou de se russophoniser. Il est préférable surtout de ne pas mettre un numéro en France, puisque la RH russe va difficilement vous contacter par téléphone sur un numéro français. Elle va se concentrer sur un pool de candidats qui est sur la zone. Donc c'est très compliqué. La bonne façon de faire, c'est soit postuler en étant déjà sur la zone, c'est-à-dire d'être arrivé sur la zone par exemple pour étudier ou faire des cours de russe et en même temps de commencer à se créer un réseau et d'activer une recherche d'emploi, ou alors d'entamer une recherche d'emploi en ayant au préalable bâti vraiment une approche et un projet, et de faire des voyages en Russie pour aller procéder à des rencontres et donc des entretiens. Mais c'est de plus en plus compliqué pour un jeune spécialiste de trouver un travail en Russie de l'étranger. C'est plus compliqué qu'avant. Il faut, pour que ça arrive, il faut avoir un profil atypique, un peu de chance, ou alors être accompagné par une agence qui va vous aider à bâtir en fait votre projet Russie. Et en tant qu'expert en ressources humaines, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce qu'il y a des particularités pour passer l'entretien en Russie? Oui, en fait, de plus en plus l'entretien dans le monde devient quelque chose, un métier à part. D'un côté, les recruteurs, les RH sont de plus en plus à apprendre des méthodes pour faire passer des entretiens, des méthodes structurées, etc. Il y a des questions pièges, donc ça devient vraiment métier à part, ce qui fait que de l'autre côté, du côté candidat, il faut être prêt à passer cet entretien de façon réussie. Donc oui, en Russie, il y a 1000 petites différences. La première chose, c'est de bien savoir où est l'entreprise et trouver l'entrée, puisque la ville est grande. Donc souvent, quand des candidats français arrivent de petites villes, ils n'ont pas l'habitude de grandes distances et ils peuvent avoir du mal à manager leur temps d'arrivée à l'entretien. Il faut surtout pas être en retard. Ensuite, il faut se préparer à des entretiens qui seront en anglais et en russe. On peut plus faire illusion. Les RH vont vous parler russe pour évaluer votre niveau russe, donc il faut pouvoir parler russe. Il faut se préparer à ça en fait. Et ensuite, la science de l'entretien, c'est vraiment une science. Donc, il faut vraiment avoir préparé
l'entretien en s'étant penché, on va dire vraiment sur le niveau des interlocuteurs qu'on aura, le tout au sein d'une compréhension plus globale de l'entreprise et de son projet en Russie. Et ça, pour un étranger, c'est pas possible. Donc, d'évaluer un petit peu ces sociologies russes et le niveau de l'interlocuteur. C'est pour ça que, encore une fois, tout ça devrait se faire via un accompagnement, parce que c'est quand même pas si simple. Et les RH russes, pour être très transparent, non plus, on va dire, la tolérance, l'admiration et le surrespect qui était qu'elle montrait aux candidats étrangers européens à l'époque. Maintenant, c'est t'es bon ou t'es pas bon. C'est pas t'es étranger, t'es européen, donc t'es forcément un peu bon ou un peu meilleur et tout ira mieux dans le futur parce que t'apprendras le russe. Maintenant, c'est opérationnel immédiatement ou pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a changé. Il faut bien comprendre que les candidats étrangers sont en concurrence avec des Russes qui ont grandi en Europe, qui ont fait des études en Europe. Donc pour passer devant ces gens, il faut avoir des compétences propres, hard skills ou soft skills qui sont excellentes parce qu'on est vraiment, les candidats étrangers sont vraiment en concurrence avec des Russes très compétents, de plus en plus. Merci. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, la recherche d'emploi évolue. C'est quelque chose qui change, qui évolue très vite. Et la recherche d'emploi d'un pays à l'autre et sur une zone aussi complexe que la Russie, qui connaît des évolutions d'écosystèmes économiques très violents, très rapides, elle est encore plus complexe. Donc, un candidat qui veut vraiment bâtir une recherche d'emploi doit préparer ce projet. Il doit vraiment le préparer. Il doit penser à son branding personnel, à la façon dont il est perçu de l'extérieur par les recruteurs, par les employeurs, par les entreprises. Il doit penser à la façon dont ses réseaux sociaux sont visibles. Il doit penser à ce qu'il communique sur les réseaux sociaux. Il doit penser à bâtir un scénario qui soit en phase avec les besoins du marché de l'entreprise, encore une fois. Donc, il doit avoir un CV qui soit adapté et juste. Par exemple, en Russie, on n'a pas d'aide de motivation quand on postule et qu'on est sur le marché, mais quand on est un étranger, on met 3 ou 4 lignes pour expliquer, synthétiser son projet. Donc tout ça, c'est des petites subtilités qu'on ne sait pas forcément, et c'est pour ça que nous proposons, nous à Tsal, des modules d'accompagnement de career consulting qui permettent justement d'aider des étrangers à construire leur projet pour venir sur le marché russe et pour venir s'intégrer dans le tissu professionnel russe, dans l'écosystème russe. Voilà, donc si parmi les gens qui nous regardent, il y a des candidats à la vie en Russie, à travailler en Russie, n'hésitez pas à nous contacter, à nous consulter pour que nous vous aidions potentiellement à bâtir votre projet professionnel en Russie. Alexandre, merci beaucoup de nous avoir parlé, Merci Diana. de nous avoir raconté comment chercher du travail en Russie. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Merci Diana.